Alors, en simple cocu des dernières élections présidentielles, je ne vois pas l'intérêt de recommencer l'expérience dite des primaires ouvertes, qui nous ont accouché d'un monstre Hollande-Valls. Et je ne vois pas non plus l'intérêt, à partir du moment où quelqu'un qui, malgré tout, est indispensable au débat, comme M. Mélenchon, a déjà dit qu'il n'y participerait pas. Moi, la question que je voulais poser est pratiquement la même, c'est-à-dire que j'ai été un peu étonnée des propos de M. Viviorca, que par ailleurs je remercie pour cette initiative des primaires. J'ai signé dès le premier jour, donc je suis complètement convaincue que c'est très utile. Mais quand j'entends que vous dites que finalement beaucoup de militants du PS souhaitent que le PS soit représenté par Hollande ou Valls, peu importe, et que peut-être ce sera très bien pour Hollande parce que du coup il va se refaire une virginité et que peut-être il gagnera les élections. Alors tout d'un coup, là, moi j'ai plus envie de m'y intéresser. Merci. On va prendre une quatrième question pour ce tour-là. Oui, toujours dans la même thématique. J'ai une question concrète à poser à propos de l'appel de monsieur Michel Viorca, puisque hier soir j'ai signé moi-même sur Internet une pétition demandant l'organisation de primaires, mais la tête de liste, si j'ose dire, de cette pétition était menée par Thomas Piketty. Donc je voulais savoir si ce dont on parle depuis un petit moment ensemble depuis tout à l'heure, si c'est la pétition, pour moi, Piketty. On va peut-être commencer par cette série. On a 4 questions et puis on fera un autre. On continue. Bonjour à tous. Bonjour. Merci. J'étais. Allez-y. Parmi toutes les thématiques et les crises qui ont été annoncées, j'étais un peu étonné qu'on ne parle pas d'une crise. Alors peut-être que c'est plus une mutation. Ça correspond à l'accélération. Un sociologue allemand, Hartmut Rosa, a écrit il y a quelques années un livre très intéressant qui s'appelait L'accélération, une critique sociale du temps, et qui explicitait que dans le siècle qui est passé, il y avait eu une désynchronisation de différentes dynamiques, et notamment la dynamique politique et juridique vis-à-vis de la dynamique technologique et économique. En gros, la technologie et l'économie avaient pris le pas, étaient beaucoup plus rapides. Et au début du siècle, au début du XXe siècle, c'était la politique qui pouvait être volontariste et qui pouvait être le moteur de la société. Et maintenant, on est plutôt à constater l'inverse, c'est que le politique et le juridique sont trop lents et ont plutôt tendance à être à la traîne par rapport à l'économique et à la technologie. Et donc la question, il me semble-t-il, c'est peut-être la question du poids, enfin des rapports de force entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et à ce titre-là, qu'est-ce qui peut être fait pour rééquilibrer les rapports de force de manière à ce que même une action politique puisse avoir du poids vis-à-vis du poids économique et financier? Dernière question, très courte, qui demande des réponses très courtes. On a entendu beaucoup de choses, des choses très intéressantes, mais je voudrais, comme simple adhérent, mettre une question basique. On est là pour nouvelle donne. On en a parlé, mondial, climat, économie, sociale, etc. On n'en a pas parlé de nouvelle donne. Du coup, je voudrais vous poser une question à vous tous. Quel est pour vous le rôle de nouvelle donne dans les futurs jours qui viennent? Est-ce que ça doit être une partie qui propose des solutions et qui fait tout en œuvre pour les mettre en place, ou c'est une partie qui veut proposer une nouvelle forme politique d'expression citoyenne? Ça, c'est une question qui est à la fondation de tout, qui est la base. Tant qu'on n'a pas résolu ces questions, tant qu'on n'est pas tous d'accord sur ces questions, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se présenter au présidentiel, on ne peut pas faire des projets pour l'avenir si on n'est pas tous d'accord sur ces questions-là, à mon avis. Du coup, j'attends votre réponse. Bon, alors Jérôme me laisse commencer. D'abord, je voudrais dire un mot à ce monsieur qui nous a parlé de la Maison des sciences de l'homme, parce que comme je la dirige, je me sens un peu interpellé. Alors, juste à la Maison des sciences de l'homme, il n'y a pas de département de sociologie, parce que notre vocation, elle est pluridisciplinaire.
Donc vous avez peut-être rencontré un sociologue, mais certainement pas un département. Et c'est très important. C'est-à-dire l'idée que pour produire des connaissances, il faut s'intéresser à des problèmes et non pas mettre en avant une discipline, pour le dire simplement. Ça, c'est la question de fond. Et puis, deuxièmement, j'espère que ce n'est pas moi que vous avez rencontré, parce que jamais, aujourd'hui, je ne peux me retrouver dans la description que vous avez faite de la rencontre que vous avez évoquée. Donc, revenez à la Maison des sciences de l'homme et demandez à me voir, ça se passera autrement. Alors ensuite, maintenant sur les primaires. Alors, je voudrais d'abord répondre à cette dame qui s'inquiète de voir si tout ça ne va pas remettre en selle François Hollande. Je vous lis juste, j'ai acheté ce matin, c'est pas ma tasse de thé, croyez-le bien, j'ai acheté Marianne ce matin, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un éditorial intéressant de Jacques Julliard. Je vous lis une phrase. L'appel des pétitionnaires, donc c'est cet appel-là, est un réquisitoire impitoyable contre François Hollande et sa politique. Qu'il s'agisse de l'immigration et notamment de cette fichue d'échéance de nationalité, ou plus fondamentalement de la politique économique et sociale du gouvernement, c'est une volée de bois vert qui s'abat sur lui. Donc, voilà. Ne croyez pas que, de façon machiavélique, nous aurions voulu... Voilà, c'était simplement une hypothèse que je formulais, mais personne ne peut dire de quoi sera faite l'histoire. Alors, oui, c'est la même pétition avec Thomas Piketty. Je peux vous dire, on était une dizaine à avoir lancé cet appel au départ, dont Thomas Piketty. Et comme c'est une star mondiale, c'est normal que son nom apparaisse comme ça. Mais enfin, Danny Cohn-Bendit, c'était pas mal non plus. Voilà. Je voudrais peut-être m'en tenir là et juste dire un mot, puisqu'on nous demande, à nous, enfin moi en tout cas qui ne suis pas à Nouvelle Donne, on me demande... bon, je pense que Nouvelle Donne est à la fois un acteur politique, un acteur stratégique, qui doit donc prendre des décisions, et un espace où on discute et on réfléchit. Il est les deux à la fois. Et donc, si vous êtes plutôt dans une vision, disons, il faut faire la politique autrement, mais il faut faire la politique, là, moi, je vous considère plutôt comme un acteur. Et donc, et par exemple, susceptible d'avoir un candidat si cette fameuse primaire a lieu. Et en même temps, c'est un lieu où on réfléchit, où on discute et où je ne suis pas certain que tout le monde a exactement la même vision des choses. Et c'est très bien comme ça. Mais pour moi, c'est les deux à la fois. C'est ça que je voulais dire. Je veux bien dire quelques mots sur la question de l'accélération et voir quelles conséquences en tirer aussi sur le plan de la démocratie et d'une nouvelle approche du politique. Oui, il y a une phrase clé qui résume tout à fait ce que vous dites, c'est « Quand vous voulez prendre le pouvoir sur quelqu'un, forcez-le à accélérer ». C'est-à-dire, l'accélération est un moyen des nouvelles formes de domination et d'exploitation. C'est aussi le lien avec la toute première question qui était posée sur les nouvelles formes d'exploitation. Le mouvement ouvrier avait fait de la lutte contre les cadences infernales un enjeu majeur de sa stratégie. Aujourd'hui, nous avons à organiser la lutte contre les nouvelles cadences infernales qui ne sont pas simplement à l'intérieur de l'entreprise, qui sont celles des sociétés de flux tendus. Il y a une confusion totale entre des urgences légitimes et puis une accélération et une précipitation permanente qui d'ailleurs ne permet pas de répondre quand il y a des urgences légitimes. De la même façon que si vous voulez, en conduisant sur le verglas, éviter de vous planter, vous avez intérêt à avoir acquis beaucoup de sang-froid et beaucoup de capacité de maîtrise en amont. Donc, dans les stratégies de Buen Vivir, la question de la lutte contre les cadences infernales, contre les flux tendus, est un enjeu essentiel. Et l'un des objectifs d'un mouvement citoyen du Buen Vivir, c'est, à mon avis, d'organiser aussi une grande forme coopérative pour ralentir ensemble, parce que c'est difficile de ralentir seul. Par contre, nous pouvons organiser des ralentissements
coopératif. Et ça, c'est l'enjeu de la lutte contre les nouvelles cadences infernales. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des ateliers qu'on organise qui s'appellent Sculpter son temps, hein, et qui vise à introduire autour du buen vivir l'idée que vivre à la bonne heure, c'est-à-dire vivre la pleine intensité, la pleine présence à la vie humaine, c'est aussi accepter de ne pas tout vivre. Si je veux tout vivre, si je veux tout faire, évidemment, autrui est un rival permanent. Si j'accepte de ne pas tout vivre, mais ce que je vis, de le vivre intensément, autrui devient un compagnon de route en humanité, parce qu'à ce moment-là, c'est grâce à autrui que je vais avoir accès à des saveurs de vie que je ne connaîtrais pas en direct. Donc vous voyez, c'est à la fois le rapport au temps, mais le rapport à soi-même, le rapport à autrui, bref, ce qu'un autre forum social mondial, celui de Porto Alegre, avait appelé l'axe TPTS, qui voulait dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être considérées comme étant complémentaires et non pas opposées. Alors, la conclusion sur le plan politique, c'est que créer les conditions d'une nouvelle donne politique, c'est effectivement des façons de faire la politique qui changent la donne sur tous les terrains qu'on vient d'évoquer ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire changer la donne face au double fondamentalisme? Qu'est-ce que ça veut dire que changer la donne par rapport à la question de l'abandon qu'évoquait Jérôme à travers les statistiques sur le Front National? Qu'est-ce que ça veut dire changer la donne en liant la citoyenneté dans nos quartiers avec la citoyenneté mondiale? Et qu'est-ce que ça veut dire changer la donne dans l'organisation de ce que Castoriadis appelait le fait que la démocratie a besoin de temps. Donc, pour moi, l'intérêt d'approches comme Nouvelle Donne, c'est des acteurs qui disent « nous allons créer et nous contribuons à créer les conditions de cette nouvelle donne fondamentale ». Si, inversement, Nouvelle Donne, ça doit être simplement un petit parti qui cherche à devenir un peu plus gros, alors là, on n'est pas du tout dans la Nouvelle Donne, on est dans le jeu politique compétitif classique, et ça ne change pas en profondeur les éléments. Voilà. Je voulais juste revenir sur la question du droit de vote des immigrés. Donc, vu de ma fenêtre d'analyste, je sais que c'est un vieux combat de la gauche, c'est produit déjà depuis le début des années 80, mais on parlait d'accélération du temps, il y a aussi le temps qui passe tout simplement. Et aujourd'hui, ça ne se pose plus dans les mêmes termes. Je m'explique, 81, quelques années après, il y a la marche des beurs. Toutes ces personnes qui ont fait ça, aujourd'hui, elles ont vieilli. Et la population, on va aller vite, issue de l'immigration, pour une grande majorité d'entre elles, aujourd'hui, elle est française. Elle est française. Quand vous allez faire des enquêtes dans ces quartiers-là, peuvent vous parler du droit de vote pour leurs parents qui ont trimé et qui se sont levés de bonne heure, mais c'est plus aujourd'hui leur première revendication. Leur première revendication, parler du sentiment d'abandon, il n'y a pas besoin d'aller à 40 km, ça c'est pour les petits blancs, entre guillemets, mais à 40 km d'une grande ville, il y a à quelques kilomètres d'une grande ville des quartiers entiers de relégation. Des gens, des mamans par exemple, qui dans un quartier de Montpellier ont fait grève avec comme banderole « Envoyez-nous des petits blonds », parce qu'il n'y a pas un blond dans l'école. Aujourd'hui, à mon avis, l'urgence en termes de combat vis-à-vis de cette population-là, c'est celui-là. Il y a une étude de la Fondation Montaigne qui est très bien faite, hein, qui a envoyé des CV dans plein d'entreprises. Et on pouvait en avoir une petite intuition de ce que ça allait donner au final, mais cette expérimentation a montré que si vous appelez Kader ou Fatima, vous avez X% de chances que votre CV finisse en classement vertical. Hein, par rapport à des prénoms qui sont bien de chez nous. Donc c'est ça, à mon avis, aujourd'hui, la principale préoccupation, le principal combat. Combat pour la citoyenneté politique, pour une grande majorité de cette population. 30 ans se sont écoulés. Il est, par la force des choses et le renouvellement des générations, en partie acquis. Après, quand nous, on va faire des enquêtes dans ces quartiers-là, vous avez une abstention qui est encore plus massive. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont. Donc il faut faire attention sur la façon dont on cible les combats et prendre conscience aussi que les choses ont évolué. Et puis,
Deuxième remarque, je ne m'immisce pas dans les débats internes sur primaire, pas primaire. Là encore, vu de l'extérieur, nous, ce que ça nous dit, et vous en avez, en fonction des propos qui ont été tenus, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une fracture qui est béante au sein de la gauche. Et donc de faire une primaire unique pour désigner un candidat qui rassemblera tout le monde, sans parler des questions de boutique, qui est-ce qui tiendra les bureaux de vote, est-ce que ce ne sera pas magouillé ou autre, il y a beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas entendre parler d'un candidat unique si c'est pour avoir le même discours que celui qu'on leur sert actuellement. Et donc, est-ce que c'est une primaire de toute la gauche? Est-ce que c'est une primaire de la gauche de la gauche? Mais nous, on le voit, vous le ressentez également, et je pense que certains d'entre vous ont fait l'expérience. Dans des deuxièmes tours, on a des reports aujourd'hui sur le Parti socialiste, des reports en provenance de l'électorat qui vote écolo, qui vote front de gauche, qui sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a des pertes en ligne monstrueuses, parce que beaucoup de gens disent mais c'est pas notre gauche, c'est pas la gauche. Et le tournant de la rigueur qui a été évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, c'est pas un tournant, c'est une accélération massive. Et donc ça produit aussi des effets tout à fait importants. Et donc cette primaire, cet appel à cette primaire, elle est de mon point de vue une illustration tout à fait parlante de cette recomposition aussi du paysage politique. Une minute sur la question de l'accélération. On voit bien qu'il y a une accélération qui peut être mortifère pour notre pays. Quand tu disais que la démocratie a besoin de temps, on voit comment Manuel Valls, toutes les semaines, lance un nouveau sujet de façon polémique pour casser, et qu'il y a une sorte d'hébétude chez les citoyens, chez les parlementaires, je vais le dire, un ancien copain qui est député PS, qui n'en peut plus, ils n'en peuvent plus. Toutes les semaines, il y a une nouvelle polémique qu'ils n'ont pas vu venir, qui va exactement à rebrousse-poil, parce qu'il faut cliver. Je me souviens, il y a 25 ans, quand j'étais jeune rocardien avec Manuel Valls, il nous expliquait que faire de la politique, c'est cliver. C'est trouver l'idée qui va casser un peu le côté d'un voilà. Alors, c'est un grand truc, nous, on espère rassembler, lui, il veut cliver. Et donc, il y a une façon de faire de l'accélération qui peut être mortifère pour notre pays. À un moment, ça peut complètement exploser. Mais il y a aussi une façon d'accélérer, des accélérations qui sont porteuses d'espoir. Il y a un mois, personne ne pensait que Bernie Sanders pouvait gagner les primaires. Je ne dis pas qu'il va les gagner, mais en tout cas, il y a un mois, quasiment personne ne pensait que voilà, il y a un moment où les gens se parlent entre eux. Le peuple, voilà, tu as vu la vidéo, donc il y a aussi les nouveaux outils. Les nouveaux outils peuvent être la pire des choses. On peut d'un pays où plus personne ne réfléchit, où on passe notre temps à se divertir devant des conneries. Le temps de cerveau disponible étant vendu aux publicitaires. Mais on peut aussi se dire que quand les gens entendent parler de Nouvelle Donne, quand on est sur le marché, qu'on a que 3 minutes, on leur donne un document, mais ils se disent tiens, c'est pas débile, je vais aller sur YouTube et je vais voir les vidéos de Nouvelle Donne. Je me souviens quand j'étais passé chez Ruquier, après ça, des gens dans les cafés me disaient je vous ai découvert chez Ruquier et puis je suis allé voir sur les vidéos de Nouvelle Donne. Donc les nouveaux outils, au moment du référendum en 2005, tous les grands médias expliquaient qu'il fallait voter oui, que le oui était la seule chose qui était possible et que le oui allait gagner. C'était même plus la peine d'aller voter. Le oui était la seule chose bonne pour nous et c'était déjà gagné. Et puis sur les réseaux, il y a eu des débats un peu plus subtils, un peu plus compliqués où on allait et finalement le non a gagné. Et donc je pense que les outils, à nous aussi, on n'aura sans doute pas 3 heures sur TF1 pour expliquer les idées de Nouvelle Donne, à nous aussi d'expliquer ces nouveaux outils pour accélérer une prise de conscience sur le fait qu'on va faire une catastrophe. Et c'est pas en 2022, le jour Manuel Valls expliquait qu'il serait président entre 2022 et 2032. On voit qu'il y a plein de gens à gauche qui font des plans sur la comète pour 2022, 2027, 2049. Moi je pense que le pays peut s'effondrer. Non mais sans rire, il y en a plein. Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. Jean-Luc Mélenchon, il y a 4 ans, disait « Je veux le pouvoir, tout le pouvoir, et je l'aurai dans 10 ans ». C'était la phrase reprise en gros dans l'interview de Jean-Luc Mélenchon, juste avant le premier tour. « Je veux le pouvoir, tout le pouvoir », c'est pas très 6e République, « et je l'aurai dans 10 ans ». J'avais été surpris, j'étais allé voir sur Wikipédia, et effectivement, en 2022, Jean-Luc aura à peu près le même âge que Mitterrand quand Mitterrand rentre à l'Élysée. Donc il y a des stratégies qui peuvent s'expliquer si on veut tout le pouvoir en 2022. Mais peut-être que notre objectif est de faire bouger la société avant. Donc il y a des accélérations qui peuvent être positives. Je dis souvent, mon dernier cours d'histoire à Sciences Po, le plus grand spécialiste de l'Allemagne, en avril 89, nous expliquait que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Il en était sûr, il était le meilleur spécialiste de l'Allemagne en France, et si on avait attendu les vieux partis politiques, le mur de Berlin serait encore là. Et puis 4 mois après, le mur de Berlin était tombé, parce que des citoyens s'étaient retroussé les manches. Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, fait passer 15 réformes en 3 mois. 15 réformes en 3 mois, alors qu'il est vieux, qu'il est paralysé, mais il s'arrange pour que les textes de loi soient votés par les 2 assemblées le même jour, il les signe le soir même, et la réforme des banques, elle s'applique 48 heures après, la réforme des marchés agricoles, elle s'applique 48 heures après, la réforme des grands travaux pour donner du boulot aux ouvriers et sauver des vallées, elle s'applique en 3 semaines. Donc il y a aussi une accélération qui peut être mortifère, il y a un moment où ça peut péter, il y a un moment où il peut y avoir une ratonnade de trop, et que le FN se paraisse comme la seule force politique à des solutions, avec des énormes guillemets pour ce pays. Voilà, l'accélération peut nous amener à la catastrophe, mais à nous aussi, avec nos
nos mains, nos bras, nos intelligences, de faire que l'accélération aille dans notre sens. Est-ce qu'on s'en reste là pour aujourd'hui? On remercie nos 4 intervenants, c'était passionnant.